Et c'est parti. Allez, deuxième petit podcast, un podcast spécial Pierrot avec Pierre Dib, un adhérent, un ami, un sportif dans l'âme. On parlera pas chloroquine, je Non. vous le dis tout de suite. Donc, pas de sujet qui fâche ou tabou. Donc, je vais te laisser un petit peu te présenter et ton parcours, un petit peu qui tu es. Ouais, bon, alors, je vais aller assez vite, hein. Je m'appelle Pierre Dib, je suis médecin du sport au centre Coubertin à Metz. Donc, j'exerce à temps plein la médecine du sport. En parallèle de mon activité professionnelle, je suis aussi vice-président et médecin coordonnateur d'une association qui s'appelle Moselle Move, dont on parlera un petit peu plus tard, Yes. qui est axée sur le sport santé. Et au niveau du CrossFit, j'en fais depuis 2016. J'ai fait pas mal d'autres sports avant. Mais c'est vrai que depuis 2016, j'ai une pratique exclusive du CrossFit et j'ai mon level 1 depuis avril 2019. Ça fait un an, du coup. Ok. Euh, et voilà. Ah, il t'a servi, toi, ton level 1, du coup, dans ta profession? Alors, je vais te faire une petite confidence, c'est le seul diplôme qui est affiché dans mon bureau en consultation. Et en fait, ouais, il me sert quand même pas mal. Déjà parce que tu as une espèce d'approche du coaching et que en fait, en médecine du sport, tu fais du mouvement en permanence. Mhm. Donc, les gens qui ont mal au genou, souvent, je les fais squatter. Et le simple fait de savoir ce qu'est un squat, ça m'aide. Et puis, c'est vrai que la philosophie qui est véhiculée dans le Level 1 et par CrossFit, ça s'applique pas mal au sport santé aussi. Donc, Carrément. c'est vrai que si, non, c'est assez utile Bah, dans ma pratique c'est- professionnelle j'ai mis médicale. un petit post en plus hier sur ça, en fait, et c'est ce que Greg Glassman, en fait, c'est la voie, en fait, dans laquelle Greg, il veut mettre le CrossFit. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, mon level 1, je l'ai eu par ce biais-là, hein, parce que quand ils ont un peu changé de fusil d'épaule, là, il y a un an, en se disant que bah, ça y est, on veut plus faire des athlètes élites, mais vraiment du CrossFit santé, ils ont offert le level 1 à 40 médecins en France, en fait. Ah, ok. Donc, j'avais été sélectionné à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, non, mais c'est cool. Ah ouais, Et, grave. ouais. Et vraiment, c'était une belle expérience. Et c'est Greg en personne qui t'a remis le diplôme. Alors, il devait venir, mais il n'est pas venu. On était triste. J'ai failli refuser le diplôme, d'ailleurs. Ce manque de considération. Bah là, il y a pas mal de personnes, en fait, vu qu'on est un petit peu confinés, qui, qui veulent se mettre au sport. Donc, on Ouais. voit un milliard, et franchement, quand je dis un milliard, c'est court, mais je dis énormément de vidéos, en fait, de personnes qui font du sport, qui s'initient au sport. Et moi, en fait, c'était un petit peu ma première question, c'est quel conseil tu donnerais-tu en fait, aux personnes débutantes qui débutent le sport ou qui reprennent le sport en tant que médecin? Ouais. Alors, c'est une question qui est assez difficile parce que le confinement, bah, on n'a jamais vécu ça. Donc, en période de confinement, y répondre, c'est pas facile. Déjà, Mm. il y a juste un conseil que j'aimerais donner à toutes les personnes qui font du sport, et ça s'applique à ceux qui en font déjà et à ceux qui veulent en faire, c'est qu'on est confiné pour des raisons de pandémie et donc de maladies infectieuses. Et c'est un contexte dans lequel on recommande, s'il y a des symptômes, évidemment, de ne pas faire de sport du tout. Quand, je précise bien, il y a de la fièvre. La fièvre, c'est une des recommandations du club des cardiologues du sport. Si on a une infection qui est à risque et qui fait faire des épisodes de fièvre, c'est pas de sport pendant toute la durée de la fièvre et les 8 jours qui suivent. Celle-là, elle est hyper importante parce que le risque, c'est ni plus ni moins que de mourir. Donc, parce que la fièvre, dans les syndromes grippaux, on a des courbatures. Il ne faut pas oublier que le cœur, c'est aussi un muscle et que si le cœur est courbaturé, il peut s'emballer et puis arriver à fonctionner comme il faut. On a des risques d'arythmie ventriculaire qui peuvent être très très graves. Donc, ça, c'est un truc avec lequel il ne faut pas plaisanter. C'est que si on se sent fébrile ou autre chose, on arrête, on repose, on reprendra dans une semaine. C'est rien. Après, deuxième chose, c'est je vais répondre à ta question, c'est que je vais d'abord donner un peu les principes généraux et après voir ce qu'on peut appliquer au confinement.
C'est-à-dire que quand on débute ou qu'on reprend une activité sportive, et en médecine du sport, on va considérer que c'est au bout de 3 mois sans activité sportive du tout, on va on va devoir se considérer comme un débutant qui reprend une activité. 3 mois, c'est court, hein. Mm. Donc, en fait, la première chose à faire, si on a moyen de le faire, c'est un bilan médical. Je prêche un peu pour ma paroisse, hein, tu m'excuseras, mais Normal. il n'existe pas de contre-indication formelle à la pratique du sport. Ça, c'est une fausse idée. Même, je dirais que le sport n'a quasiment que des indications, encore plus en pathologie. Maintenant, il y a des risques sur des pathologies préexistantes qui peuvent être aggravées par la pratique du sport. Et c'est ça qu'on veut dépister. En fait, on veut que les gens puissent faire du sport en sécurité. Et c'est là l'intérêt d'un bilan médical, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il existe une condition qui puisse être aggravée par la pratique sportive. Donc il y a un intérêt à faire un examen médical classique ou approfondi, ça c'est le médecin qui va le décider, simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. En période de confinement, c'est un peu dur d'aller consulter son médecin pour dire voilà, je voudrais commencer tel ou tel sport, qu'est-ce que je peux faire? Donc en gros, s'il y a un doute sur son état de santé, si on n'est pas sûr, si on n'est pas habitué à l'effort, ce que je conseille, c'est de faire des activités physiques qui seront douces et en fait de limiter l'intensité. Déjà. Premièrement, si on n'est pas sûr de son état de santé, on limite l'intensité. Ouais, Après, on va pas aller forcément se faire un hit ou de la ouais, haute non, non. Ouais. intensité. Ou... Bah, d'ailleurs, les autorités de médecine du sport nous ont conseillé, enfin, je recommande de ne pas faire d'intensité ou très peu d'intensité pendant la période de confinement pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que j'ai dit au départ. Si jamais on est infecté, bah, il y a un risque qui est assez majeur. La deuxième, c'est que bah, plus on augmente l'intensité, plus il y a un risque de blessure qui augmente. Et ce n'est pas le moment de se retrouver Aux aux urgences. urgences pour une Mm. entorse ou quelconque autre blessure, qui est un milieu un peu à risque. Donc Donc, les défis un petit peu, les gros challenges à éviter. idéalement, vaut mieux. Idéalement, vaut mieux. Après, chez des sportifs qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de faire ça et qui connaissent leurs limites, ça pose très peu de problèmes. Mm. Mais chez le débutant, vaut mieux éviter de se lancer dans des trucs dont on ne se sent pas capable de faire. Ouais, ouais, parlons quand même aux débutants, parce que c'est vrai, là, ceux qui connaissent un petit peu leur corps et leurs limites, ils vont savoir s'écouter. Ouais, c'est Et ça. Et surtout, bah, savoir quand s'arrêter. Ensuite, l'autre partie de la question, bah, c'est que quand on commence une activité sportive, moi, les conseils que je donne, donc c'est toujours ça, hein, c'est faire un bilan médical. Et après, bah, c'est choisir la bonne activité sportive. Parce que mine de rien, c'est pas facile quand on est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou on n'a pas fait de sport pendant longtemps. On n'a pas forcément envie de reprendre l'activité qu'on faisait avant ou on a envie de tester autre chose. Et en fait, quand tu regardes les chiffres des études qu'a fait l'INSERM, donc un institut scientifique, hein, en France, ils ont fait une étude épidémiologique pour savoir pour quelles raisons les gens faisaient du sport. Ils ont posé la question à des adultes, je dis bien des adultes, euh, qui pratiquent une activité sportive de façon régulière. Et tu vois que 85% des gens pratiquent une activité sportive pour être en bonne santé ou pour des raisons de bien-être. Il y en a 10% qui le font pour se dépasser et il y en a 5% qui le font pour de la compétition. ouais. Donc, ça veut dire qu'en en fait, il faut choisir une activité sportive qu'on aime bien, déjà, qui nous plaît, pas forcément celle que fait le voisin ou celle que fait un copain, ou parce qu'on a envie de devenir champion du monde. C'est pas, pour la population générale, c'est pas la motivation principale. Et il faut aussi se fixer des objectifs, comme toujours, mais qui soient personnels. Certains vont avoir envie de maigrir, d'autres vont avoir envie de se sentir bien, d'autres vont avoir envie d'avoir moins de douleur, c'est des possibilités, et d'autres vont vouloir faire de la compétition. Et ces objectifs, ils doivent être réalisables. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de pérenniser l'activité sportive, hein, de se lancer dedans et de continuer à en faire sans perdre la motivation, ce qui est extrêmement important. Et donc ça, c'est dans les conseils qu'on va donner, c'est vraiment choisir, essayer et choisir une activité ce qui nous plaît. En période de confinement, c'est limité. On va être assez limité. Maintenant, je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'a jamais couru d'aller courir pendant la période de confinement, c'est s'exposer à des risques pour rien et débuter une activité qu'on ne sait pas trop faire. Donc on va être surtout sur les activités de fitness en intérieur.
Et le fitness, alors qui regroupe le fitness au sens large, hein. On peut parler de CrossFit, on peut parler Oui, bien sûr. du classique au poids de corps, peu importe. Ça nécessite de faire différents mouvements qu'il faut connaître. Et donc ça, c'est tous les mouvements, ne serait-ce que le squat ou les pompes, ça s'apprend. Donc ça, en période de confinement, il y a pas mal de tutos qui existent. Il faut savoir choisir les bons. En dehors de la période de confinement, il faut savoir s'entourer. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir choisir les bons organismes où on va aller s'entraîner et les bons coachs. Et c'est un peu un des principes de base du CrossFit, ça, que je tire de mon level 1. Du coup, c'est, tu sais, quand on parle de mécanique, constance, intensité. Oui. Toujours bien apprendre le mouvement, les bases du mouvement. Ensuite, savoir le faire, le refaire, le refaire. Et après, on augmente la difficulté et on recommence. En plus, c'est les premiers paragraphes du guide, hein. Ah bah clairement, mais C'est la base. c'est la base et c'est une des bases les plus importantes. Si on veut éviter la blessure, si on veut éviter de faire n'importe quoi, c'est vraiment d'apprendre ce qu'on fait pour après l'améliorer et après le rendre un peu plus dur. Et ça je pense qu'il faut il faut vraiment se le mettre dans la tête quand on commence une activité sportive. On va pas commencer le CrossFit le lundi et faire un snatch à 90 kg le mercredi. On va peut-être déjà le faire avec une barre PVC, apprendre ce que c'est et augmenter. Et bah c'est valable pour tous les sports, toutes les activités qu'on commence. Et puis bien sûr, après, un autre gros conseil qu'on va donner, c'est tout ce qu'on appelle l'hygiène sportive. Et en fait, ce qu'on appelle l'hygiène sportive n'a pas forcément grand-chose à voir avec le sport. Alors, il y a l'échauffement, toujours bien s'échauffer. C'est quelque chose qui est souvent négligé, mais c'est important de mettre la machine en route, de préparer le système cardiovasculaire et les articulations à ce qui va suivre derrière. Et puis de ne pas surprendre son corps avec des mouvements ou une intensité qu'il n'a pas prévu de faire. Bien s'hydrater. L'hydratation, c'est valable pendant l'effort, c'est valable aussi après l'effort et avant l'effort. L'idée, c'est de ne pas arriver complètement sec sur une séance, sinon il y a un risque de blessure qui augmente. C'est de ne pas se laisser se déshydrater pendant l'effort, parce que là aussi, le risque de blessure augmente. Et c'est de bien refaire les réserves après l'effort, histoire d'améliorer la récupération. Et en parlant de récupération, elle aussi, elle est très importante. Elle fait partie de l'entraînement. Donc, il ne faut pas négliger le repos. Et le repos, ça passe par le fait, si on commence une activité sportive, on conseille toujours de laisser au moins 24 heures entre des séances, voire même 48 heures. Histoire que le corps ait le temps d'assimiler ce qui s'est passé, d'enregistrer et de fabriquer de la fibre musculaire, de récupérer, de refaire de l'énergie. C'est hyper important. Et il faut vraiment l'inclure dans ses programmes d'entraînement. C'est-à-dire que si quelqu'un commence, surtout en période de confinement, c'est génial de commencer une activité sportive en période de confinement. Je pense que c'est une période où les gens se recentrent un petit peu sur eux. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? Et l'activité sportive, je pense que c'est effectivement le bon moment pour commencer. Mais il faut le commencer avec des bonnes raisons, enfin, avec des bonnes résolutions. Et le fait de se lancer dans une activité et de faire 2 séances par jour, alors qu'on n'en a jamais fait avant, clairement, c'est beaucoup trop. Et moi, les blessures que je vois actuellement au cabinet, ça en fait partie. C'est les gens qui se sont mis à faire une activité sportive et qui en font beaucoup trop d'un coup. Ok, moi, du coup, ma question, parce qu'on en parlait un petit peu, et après, je sais qu'avec toi, on peut vite dériver, hein. Ça peut vite, on peut vite s'étaler et passer sur un podcast d'1 heure et demie. Mais on a quand même un timing qui roule. Donc, Vas-y, moi, je te remets dans le droit chemin. remets-moi dans le droit chemin. Ça serait pour toi, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, quand on dit écouter son corps? Écoutez son corps, Souvent, ça, en fait, on le dit, bah voilà, on dit aux gens, c'est un peu un conseil qu'on dit aux gens, on dit écoutez votre corps. mon Ça Pierrot, veut tout et rien dire. c'est une question difficile. Elle est intéressante, mais difficile. Je pense déjà, pour écouter son corps, Connaître. faut connaître son corps. Si tu veux écouter ton corps, il faut pouvoir le connaître. Et ça nécessite énormément d'expérience. C'est-à-dire que c'est pour ça que dire à un débutant, par exemple, écoute ton corps, ça va être difficile. Mais il y a quelques signaux qu'on peut analyser et qu'il ne faut pas louper. Le tout premier, c'est la douleur. Si on a mal pendant un effort ou après un effort, c'est que soit il était mal fait, soit il était trop intense, et que ou de toute façon, dans tous les cas, c'était un mouvement qu'il ne fallait pas faire. En sport, en général, la douleur, c'est en phase aiguë, c'est un signal d'alerte.
Et c'est un signal d'alerte qu'il ne faut pas louper. Donc ça, il faut vraiment l'écouter. Et dans le sport en général, la progression, elle se fait dans l'inconfort, mais pas dans la douleur. C'est-à-dire que si on veut progresser, il faut dépasser sa zone de confort. Il ne faut pas aller trop loin où on va être dans la zone de douleur, sinon on va avoir l'effet inverse et on va aggraver des choses et au final on va être blessé et mettre des semaines à s'en sortir. Donc le no pain, no gain, on l'oublie. C'est un peu no pain, no gain égale no brain. Ouais. Clairement, c'est vraiment un truc à oublier. Et pour pouvoir envoyer ces bons signaux de douleur et pas les rendre chroniques, le corps, je reviens dessus, il a besoin de périodes de repos où il peut analyser ce qui s'est passé. Pour pouvoir, la séance d'après, se dire, bah tiens, là, on a dépassé la zone de confort, mais je sais faire. Et un autre signal, un deuxième signal qui est important, c'est la fatigue. Je pense que c'est les deux plus importants, la douleur et la fatigue, parce que la fatigue, c'est ce qui va te permettre de récupérer, de dire, bon, ok, là, je suis crevé, j'arrive à faire quelques efforts, mais je vais peut-être pas forcer au risque de me blesser. C'est pour moi les deux signaux les plus importants de l'écoute de son corps. Mais encore une fois, vraiment savoir écouter son corps et pouvoir adapter tous ses efforts aux signaux qu'il envoie, ça prend des années, et voire même après des années, il y en a qui ne savent pas le faire. Mm. Donc il faut rester assez modéré sur ce conseil, mais il y a des signaux à pas louper. Bon, après, là, je vais parler un petit peu de CrossFit, parce que on en pratique un petit peu et qu'on travaille aussi pour la boxe. Euh, Moi, ce que j'aime pas, en fait, c'est un petit peu l'image que le CrossFit, en fait, va avoir, en fait, qui rime un petit peu avec blessure. Tout de suite, les gens, dans mon entourage, en fait, quand je dis, bah, tiens, je fais du CrossFit, pour eux, voilà, ils voient intensité, blessure, et ils sont carrément dans le faux. Et quand je vais pouvoir leur montrer le petit podcast avec Pierrot, là, j'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus. Choix convaincant. Eh, bien Bon, sûr. alors, je vais essayer de répondre de façon la plus objective possible. Je, C'est-à-dire que je ne peux sache que pas répondre. je peux couper à tout moment. Ouais, super. Bah, je vais essayer de ne pas répondre comme un crossfitter. En gros, quand tu prends la littérature scientifique et que tu regardes les travaux de recherche qui ont été faits sur l'épidémiologie du crossfit, il y en a d'ailleurs, il y a une thèse qui a été faite à Nancy il n'y a pas longtemps là-dessus. Si le crossfit est pratiqué dans une affiliée selon les recommandations qui sont émises par CrossFit HQ, Ouais. et en fait, on se rend compte que le risque de blessure, il n'est pas beaucoup plus élevé que dans les autres disciplines de fitness, où le risque est déjà pas super élevé. Il faut partir de la définition du CrossFit. Le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés, Ouais. réalisés à haute intensité. Mouvement fonctionnel, c'est quoi? Bah, en fait, en fitness, on parle soit de mouvements d'isolation, soit de mouvements polyarticulaires. Donc, le mouvement fonctionnel, ça rentre dans les mouvements polyarticulaires, et même un peu plus, c'est des mouvements qui vont essayer de mimer ce qu'on peut être amené à faire dans la vie de tous les jours. Par exemple, des tractions pour se hisser au-dessus de quelque chose, le soulevé de terre, c'est Ouais. soulever des choses du sol, Mhm. le squat, c'est se baisser pour remonter quelque chose. Donc, c'est des mouvements qui peuvent trouver une application dans la vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs un des objectifs du CrossFit, c'est de préparer l'athlète à ce qui est pas préparable en fait, à l'inconnu. Donc ça passe par les mouvements fonctionnels, et le fait de faire du mouvement fonctionnel, ça fait travailler plusieurs groupes articulaires et plusieurs groupes musculaires, et ça met au repos, et certains groupes se suppléent. Maintenant, ce qui protège aussi des blessures, c'est la deuxième partie de la définition, c'est le constamment varié. Parce que si tu fais tous les jours le même mouvement fonctionnel, eh ben, tu vas te blesser, il va y avoir de la surcharge. Donc, le fait de bien varier, et ça, de varier et les mouvements et Et l'intensité. l'intensité et le type de WOD que tu vas faire, ça repose sur une bonne programmation. Donc, ça nécessite que les coachs soient bien formés, qu'ils sachent ce qu'ils font et qui permettent aux différents adhérents d'avoir toujours quelque chose de très varié qui va là aussi mettre au repos certaines articulations, travailler plus à certains moments. Une bonne planification. Voilà, une bonne planification, c'est extrêmement important. Et souvent en CrossFit, on en retrouve quand même des plutôt bonnes dans les box. Et puis la haute intensité, quand on parle de haute intensité, ça fait peur aux gens, mais en fait, dans le CrossFit, la haute intensité, elle s'entend comme étant adaptée et adaptable à chaque individu. C'est une haute intensité, mais pas générale, personnelle.
Donc, ce qui veut dire qu'on peut toujours scaler. Et il ne faut pas avoir peur de scaler parce que c'est ce qui te permet d'adapter l'intensité du WOD à ton niveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, scaler, ça veut dire simplement que, par exemple, quand on va parler d'un WOD où on va mettre un certain poids, par exemple, on va dire on va faire du squat à 100 kg. Moi, je ne suis pas capable de faire les 10 répétitions comme c'est demandé à 100 kg. Je vais descendre soit la charge, soit le nombre de reps, de manière à ce que ça soit adapté à mon niveau et que ça reste intense, comme ça doit l'être à ce niveau-là. Et ça permet justement de protéger de la blessure. En fait, les plus gros risques de blessure en sport, ils sont liés surtout au contact. Au CrossFit, il n'y en a pas, hein, contrairement à des sports de combat ou des sports d'équipe où on va se rentrer dedans. Ça, il n'y a pas, donc il n'y a pas de blessure là-dessus. Au risque de chute, il est très faible quand même. Parce qu'en course à pied, on trébuche facilement. En CrossFit, faut lâcher la barre pour tomber ou les box. C'est pas très fréquent, mais il existe. Et puis, il y a la variation constante des mouvements qui protège. En fait, 80% des blessures en CrossFit, c'est lié soit à une surcharge, c'est-à-dire en faire trop fort, trop vite, soit à un mouvement qui n'est pas maîtrisé. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer. Mais pour répondre à ta question, le CrossFit n'est pas un sport où on se blesse plus facilement si on respecte les règles de base qui sont de ne pas y aller trop fort, trop vite, de se reposer, de prendre le temps, d'apprendre. Puis si on prend en compte un petit peu aussi tous les sports qui existent. Oui, oui, non, mais quand tu compares le CrossFit à d'autres sports, il y a même il y avait une revue de la littérature américaine qui avait trouvé qu'on se blessait plus en course à pied qu'en CrossFit. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Et, Il y a déjà, dans tous les cas, il y a plus de licenciés, il y a plus de coureurs dans tous les cas que de alors, crossfitters. c'était le nombre de blessures par 1000 heures de pratique. C'est pour ramener justement au nombre de D'accord. pratiquants. Et en fait, c'est parce que si tu as un bon coach qui va limiter ta progression s'il voit que tu n'es pas bien, s'il planifie bien, s'il regarde bien tes mouvements, et si tu y vas progressivement, le risque de blessure, il existe, hein, comme dans tous les sports, mais on le minimise. Ok. Bon, je sais qu'il y a quand même pas mal de crossfitters qui vont nous regarder. Euh, Tu vois, quelles sont pour toi en fait, les blessures les plus récurrentes chez les crossfitters et si tu as des conseils de prévention pour Ouais. réduire le risque? Alors, je vais pas forcément parler des blessures en elles-mêmes, mais plutôt des zones articulaires qui vont être touchées. Ouais, Et il y a trois grosses articulations qui vont être soumises à beaucoup de contraintes au niveau du CrossFit. C'est les épaules. scapula. Ouais. Premièrement, les épaules. Deuxièmement, le dos, et notamment les lombaires. Et troisièmement, les genoux. Quand moi je vois des crossfitters en consultation, c'est principalement ces trois articulations-là qui sont touchées. Après, on voit tout, hein. Il peut y avoir des poignets, il peut y avoir des coudes évidemment, et il peut y avoir des tendinites à droite à gauche, mais c'est vraiment ces trois zones-là. Ce qui s'explique par c'est du mouvement polyarticulaire. Donc, les épaules, les genoux et le dos, ils sont inclus dans beaucoup de ces mouvements. Donc, ça nous met un haut niveau de contrainte sur ces articulations. Ça s'explique aussi par la nécessité de bien apprendre le mouvement. Quand en CrossFit, on t'apprend à faire un squat, on t'apprend à bien stabiliser la ligne médiane, c'est-à-dire la colonne vertébrale principalement. Et si elle n'est pas bien stable, il y a un risque de blessure. Et ça s'explique aussi par le volume d'entraînement. Comme je disais tout à l'heure, la charge, la surcharge, le trop fort, trop vite, vouloir y aller trop vite, vouloir aller trop fort, c'est là le plus gros risque de blessure dans toutes les activités sportives, mais principalement le fitness et encore plus le CrossFit, c'est vraiment ça, c'est vraiment la surcharge. Le moyen de les prévenir, c'est déjà un bon échauffement. Là aussi, c'est en fonction des mouvements qu'on va faire, c'est bien échauffer ces zones articulaires. C'est de bien respecter aussi la courbe d'apprentissage. Je reviens sur la mécanique, la constance, l'intensité. Hein. La pédagogie, ça se fait en répétant. Donc ça, il faut vraiment insister dessus. Ça revient aussi la prévention par la variation des mouvements, c'est-à-dire la planification. Il faut une programmation qui soit vraiment de qualité et qu'on ne te mette pas 3 jours de suite le même mouvement ou 3 jours de suite une surcharge sur les épaules ou beaucoup de cardio qui va t'épuiser et après de l'haltéro. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre et ça, c'est une science qui prend aussi beaucoup de temps à développer et je pense que quand on a des bons coachs, il faut savoir les garder. Petit big up à Seb Ah Mitch. ouais, ouais, on peut parler de lui parce qu'il fait un boulot énorme.
Euh, L'autre moyen de prévention, j'en parlais tout à l'heure, c'est de mettre son ego de côté et de savoir scaler, quand scaler. Euh, Moi, ça fait 4 ans que je pratique le CrossFit. Il y a des mouvements, la charge, je la diminue quand même. Ou il y a des mouvements que je ne fais pas à l'intensité qu'il faudrait faire parce que j'ai pas envie de me blesser ou que le jour-là, je suis fatigué. Donc je force pas. Et il faut savoir le faire. Donc ça veut se dire qu'on en revient à connaître ses limites, encore une fois. Ouais, connaître ses Euh, limites, et j'ai envie de rebondir tout de suite. Et c'est là où je voulais en venir, tu vois, dans un petit peu écouter son corps. Mais comme tu as bien répondu et que la plupart des gens ne connaissent pas en fait leurs limites, c'est là où le coach qui anime en fait doit en fait intervenir et dire non, tu ne dois pas utiliser cette charge ou non, le mouvement ah est pas bah, réalisé correctement. Donc, clairement, le coach dans une séance, c'est un peu le garant de la sécurité de tout le monde, hein. Alors, on va pas lui faire tout reposer sur les épaules non plus, hein. Il y a quand même des foufous qui l'écouteront pas, mais je pense qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui sait aussi dire et stopper les gens, les freiner. Alors, dire, bah là, non, ton mouvement, il est trop dégueulasse. Tu redescends, tu refais, tu retravailles la mécanique, et après, on remettra de l'intensité, quoi. et il faut l'écouter. C'est pas parce que moi je vais aller voir Ah bah non, c'est pas une je peux aller punition. voir un adhérent pour lui dire non, relâche la barre, que je l'aime pas. C'est juste Bah non, que bien je sûr pense que à non. sa santé et je pense à son bien-être avant tout. Mais oui, t'es un gentil Pierrot, toi, on le sait. Et puis, ouais, non, après, dans les moyens de prévention, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si, bah, s'il y a un souci, un pépin qui apparaît, il faut surtout pas hésiter à demander à ceux qui savent. Alors, ça peut être dans un premier temps les coachs. S'il y a une petite douleur à l'épaule, ils sont des fois, même assez souvent capables d'adapter les mouvements et d'orienter. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à consulter. Mm. Je prêche encore une fois pour ma paroisse, mais moi, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours, 9 heures par jour, du diagnostic. Donc, on est là pour voir ce qui se passe, accompagner et orienter comme il faut. Et s'il faut, et qu'il y a besoin de rééducation, il faut aussi s'adresser aux bons kinés, aux bons ostéos, aux bonnes personnes, justement, pour mettre en place les techniques qui vont permettre de faire guérir l'articulation qui est blessée, et puis les techniques qui vont permettre de prévenir la rechute des blessures, quoi. Bien sûr, et puis c'est pas parce qu'on est blessé qu'on peut pas bouger en fait. Ah bah non, mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, le mouvement fait partie de la rééducation, hein. Donc on peut très bien adapter une session de CrossFit. Enfin, ça, je le fais tous les jours. Dans Ah tous les bah, cas, des gens qui viennent me voir et me disent bah tiens, moi je peux pas, j'ai un problème au niveau du genou, bah je vais pas, je vais adapter dans tous les cas. Et c'est ça qui est chouette dans ce sport-là, c'est qu'on peut adapter en fait tous les mouvements. ah bah oui. L'adaptation, c'est la clé, hein, dans les blessures. Ça permet de continuer à avoir une activité physique. Ça permet de continuer quand on a par exemple une blessure tendineuse ou articulaire, le fait de faire certains mouvements va entraîner une congestion musculaire et donc un afflux sanguin et donc l'apport de nutriments qui vont permettre la guérison de certaines structures. Donc le fait de bouger fait partie du traitement. Maintenant, il faut savoir bien bouger pour pas aggraver la blessure et lui permettre de guérir. Et ça s'apprend pas sur le tas. Ça nécessite d'être bien entouré, donc par une équipe de coachs qui savent ce qu'ils font, par un kiné qui est capable lui aussi de réorienter, et par une équipe médicale qui est capable de faire le bon diagnostic pour que les autres puissent gérer en fonction de ça, quoi. C'est un travail d'équipe en fait. Donc toi, tu recommandes du coup le CrossFit à 100% pour être en meilleure santé. Bah, ouais, ouais. Déjà, J'ai failli couper, hein. non, coupe pas, coupe pas. Clairement, je le recommande. Si tu prends la définition de la santé telle qu'elle est donnée par l'OMS, on va te parler d'un état de complet bien-être physique, psychique et social, et pas seulement l'absence de maladie. Le CrossFit, et en fait déjà les activités physiques en général, c'est conseillé pour tout le monde parce que ça va permettre d'améliorer le physique, ça va permettre d'améliorer le psychologique, et quand elles sont faites en groupe, il y a un aspect social qui n'est pas négligeable. Et ça d'ailleurs, le CrossFit, c'est un truc qui permet, quand tu reprends sa définition, de développer un peu toutes les capacités globales. Alors tu vas avoir la force, la souplesse, la vitesse, l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire,
la coordination, la puissance, l'agilité, l'équilibre et la précision. C'est là, ça, c'est les 10 T'as compétences bien bossé, dis donc. tu as vu, je l'avais appris par cœur, qui sont mises en avant par Greg Glassman justement comme étant les capacités du fitness. Et moi, j'en rajouterai une que le CrossFit développe et je pense que le succès du CrossFit est basé surtout là-dessus, c'est l'aspect communautaire, l'aspect Bien sûr. social qui apporte énormément. Le CrossFit, c'est un sport qu'on fait pour soi, mais qu'on fait ensemble. Et ça, quand on parle de sport santé, c'est extrêmement important parce que des gens qui ne sont pas spécialement en bonne santé, ils vont avoir besoin de ne pas être jugés, d'être dans un groupe qui les pousse vers le haut. Et en ça, l'aspect social du CrossFit pousse les adhérents vers le haut. Et il n'est pas négligeable hein, d'un point de vue, progression. C'est ce qui fait, de toute façon aussi, c'est ce qui fait la différence entre une salle de fitness traditionnelle et une box de CrossFit. Ah bah, clairement, oui. Bah, après, moi, c'est un avis personnel. Là, hein. Je me base pas sur des données scientifiques ou médicales. Mais enfin bref, et le développement de toutes ces capacités fait qu'on dit souvent que le crossfitter, il est excellent en rien, mais il est mauvais nulle part, et surtout, il est bon partout. Et le fait d'être bon partout et d'améliorer toutes les capacités qui conditionnent la condition physique, hein, Mhm. de la force à la précision, Ouais. et ben, ça fait qu'au niveau de la santé, tu vas améliorer tout, tu vas être capable de faire beaucoup plus de choses. Et clairement, donc c'est un sport qu'on peut utiliser pour tout le monde. Et il faut bien se rappeler que de toute façon, c'est pas à l'athlète de s'adapter au CrossFit, mais c'est le CrossFit qui doit s'adapter à l'athlète. Et en ça, c'est une discipline qui peut clairement être utilisée puisqu'on peut tout adapter. Il y a des belles choses là aussi. N'est-ce pas? Non, Tu feras un mais petit montage, ouais, tu mettras les meilleurs moments. carrément. Moi, j'aimerais que tu nous parles maintenant un petit peu de ta nouvelle asso. On Ouais, a parlé au tout début, Moselle Move. exactement. Alors, Moselle Move, c'est Qu'est-ce une que ça? association qu'on a créée pour partir de la base, en fait, depuis 2016, les médecins traitants, mais en gros tout l'ensemble du corps médical, a en France la possibilité de prescrire à des patients qui sont en affection longue durée. Donc l'affection longue durée, c'est un dispositif de la sécurité sociale qui prend en charge à 100% des malades qui ont des maladies chroniques. Donc ça va du Le diabète, de la diabète. maladie cardiovasculaire, de la dépression. Hein. Certaines dépressions sont connues. Enfin, tu as un tas de pathologies chroniques qui sont prises en charge. Et les médecins ont donc depuis 2016 la possibilité de prescrire pour ces patients-là de l'activité physique sur ordonnance. Et donc ce qui pour moi, médecin du sport, me semblait être une évidence et c'est génial qu'on puisse le faire. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en pratique, c'est pas fait. C'est pas fait pour plusieurs raisons. La première de toutes, c'est que c'est un dispositif qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc on est sur quelque chose qui est hors sécurité sociale et on s'adresse à des malades qu'on prend en charge à 100%, qui sont malades une des principales raisons pour lesquelles ils sont malades, c'est qu'ils n'ont pas assez bougé auparavant. Donc leur dire de commencer à bouger et en plus de payer, ça paraît compliqué. Ouais. Mais une autre raison pour laquelle c'est pas fait, c'est que les médecins savent pas comment faire en fait. Ils ont eu l'impression qu'on arrive en leur disant bah, ça y est, maintenant vous devenez en plus de médecin, coach sportif et vous devez faire du sport aux gens. Et, euh, et la troisième raison, c'est que ils ne savent pas trop à qui envoyer les gens non plus. Donc nous, l'association Moselle Move, l'idée, elle est là hein, pour répondre à toutes ces questions et faciliter un petit peu le parcours du patient. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que le médecin il prescrive une activité physique et ensuite, il adresse son patient, par exemple, à notre association, qui va s'occuper de le mettre en relation directement avec les professionnels de l'activité physique qui vont d'abord faire un bilan. Donc, ça va être soit des kinés, soit ce qu'on appelle des coachs APA, donc des enseignants en activité physique adaptée, qui vont faire un bilan, voir quelles sont les limitations fonctionnelles du patient, hein, puisque le médecin aura déjà traité les limitations médicales et ça va permettre d'orienter vers différentes activités en fait, qui seront adaptées à la personne et de faire le suivi avec, on l'espère, et on y arrivera certainement, une prise en charge financière aussi de notre part. Ce sera Donc, qui
qui prendra en charge? Du coup, ça sera quoi? La complémentaire? Ça sera la région? Ça Alors, sera... c'est compliqué parce qu'on a plusieurs partenaires. Il y a des complémentaires qui jouent déjà très bien le jeu, hein, qui prennent en charge un certain nombre de séances. Le département de la Moselle, qui est notre partenaire principal, en prendra aussi. Probablement la région aussi. Et puis les différentes collectivités, les différentes villes de Moselle, en fait. Mais ça, c'est un versant qui est compliqué, qu'on est en train de mettre en place. Ouais. Mais globalement, en fait, l'idée de l'association, c'est de pouvoir permettre à des gens qui ont une maladie chronique de faire une activité physique qui améliorera leur santé et préviendra le risque d'aggravation de leur maladie. C'est de pouvoir permettre ce système. Ok. Il y a du taf. Ah oui, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un domaine qui est passionnant parce que on est tous dans l'association intimement convaincus que le sport a beaucoup d'effets positifs et bénéfiques et qu'il y a des tas de gens qui pourraient s'en servir comme médicament et qui devraient y avoir accès. C'est sûr. Bah, je pense qu'on est plutôt pas mal. Mhm. Ouais, Regarde ça. on nous trouve pas mal aussi. J'ai pas vu, je vois pas le time, mais je pense on doit être dans le. Ouais, je pense. Je pense Au qu'on est pire, dans. tu coupes certains de mes monologues. Non, non, je couperai rien. Tu gardes tout. Je garde tout. Non, mais en tout cas, je te remercie. Bah, moi, en fait, j'ai hâte surtout qu'on en reparle un peu de vive voix, hein. C'est un Ah peu bah, avec grand plaisir, avec grand c'est plaisir. c'est un peu le but. Et en tout cas, merci pour tout, pour ton temps. Bah, de rien. Et puis, bah, en tout cas, je pense qu'on va faire d'autres petites vidéos comme ça. On Ouais, a hésite déjà fait pas. une sur le yoga. Je suis en contact là avec un kiné. Ah ouais, il faut en faire plein des vidéos comme ça. Ouais, C'est intéressant. ouais, pour que le gros public. En plus, on a un petit peu le temps. Ouais, Voilà. en ce moment, on a le temps, on peut faire des choses. C'est ça, apprendre de nouvelles choses. Ouais. Nous aussi, on apprend tous, hein, en C'est sûr, participant à ce genre de choses. Ça va dans tous les sens, hein. c'est le but. Mm. Bon, en tout cas, mon Pierrot, je te remercie. Bah, c'est moi. Je te remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer T'inquiète, sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Et, avec plaisir. et si tu as d'autres choses dont tu veux qu'on parle, n'hésite pas, on fera une émission complète. Avec des spots, des trucs. Ah oui, on se met on On se met met de des la musique. émissions. Ah bah oui, complet. Ça roule. Allez, Ça je va. te fais des bisous. Ciao, ciao. Bisous.